Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons cette semaine Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes, et Marcel Dorigny, historien, spécialiste de l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et des mouvements indépendantistes et abolitionnistes. Bonjour à vous. Bonjour. La semaine dernière, nous avons parlé de la première abolition de l'esclavage du 4 février 1794. L'esclavage a été rétabli dans les colonies par Napoléon en 1802 et il faudra attendre 46 ans, en 1848, pour qu'il soit de nouveau aboli sous la Deuxième République. Avant de commencer cette émission, Bernard, je crois que vous avez de nouveau quelques ouvrages à nous présenter qui ont été écrits par Marcel Dorigny. Oui, je signale à nos auditeurs deux ouvrages qui abordent les thématiques de l'émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, un ouvrage dirigé par Yves Beynaud et Marcel Dorigny sur le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises en 1802, un rétablissement auquel vous venez de faire allusion. Et cet ouvrage a été publié aux éditions Maisonneuve et La Rose. Ensuite, je signale également une publication dirigée par Marcel Dorigny, Haïti, première république noire, publiée par la Société française d'histoire d'outre-mer. Merci pour cette présentation. Alors Marcel Dorigny, je m'adresse à vous. Donc, depuis 8 années, les anciens esclaves des colonies françaises sont citoyens et possèdent théoriquement les mêmes droits et devoirs que tout citoyen français. Vous nous avez très clairement expliqué que tout cela était très relatif. Alors vient le rétablissement de l'esclavage en 1802. Comment c'est possible? Comment ça se déroule dans les anciennes colonies françaises? Mais il faut rappeler déjà, c'est important, que l'abolition française est restée la seule. Il n'y a pas eu un mouvement de contagion vers les colonies anglaises ou les colonies espagnoles, même dans la Caraïbe. Ne parlons même pas du continent américain. C'est la loi française, on l'a appelée comme ça, qui va rester isolée dans l'ensemble d'un monde esclavagiste. Alors, ça va paraître comme une anomalie. Les colons, les armateurs, les négociants des ports n'auront de cesse de lutter contre cette abolition de l'esclavage qui les isole du reste du monde colonial. C'est un lobby qui va pleinement s'épanouir sous le Directoire et qui va arriver à ses fins. Alors, quand Bonaparte arrive au pouvoir, la Constitution de l'an 8 prépare en quelque sorte la possibilité juridique du rétablissement de l'esclavage. En 1795, la Constitution de l'an 3, comme on dit, avait proclamé l'égalité juridique entre les colonies et la métropole. Même loi, même statut juridique. On transformera l'année suivante les colonies en départements, en 1797, 1er janvier 1998 exactement. Les colonies deviennent des départements, comme les autres. On ne peut plus rétablir l'esclavage. La constitution napoléonienne, enfin bonapartiste de l'an 8, change la règle. C'est le fameux article 91 qui dit que désormais, les colonies seront régies par des lois particulières. Le mot loi particulière, c'est le mot qu'on avait utilisé sous l'Ancien Régime pour parler de l'esclavage, qu'on ne voulait pas utiliser le mot. Le mot choquait, on disait les lois particulières. Voilà. Donc le terrain est ouvert. Alors, est-ce que la volonté de Bonaparte d'emblée de rétablir l'esclavage, on discute là-dessus. Toujours est-il qu'il nomme au poste clé, au bureau des colonies, des anciens partisans, anciens administrateurs coloniaux de l'Ancien Régime, partisans de l'esclavage et qui n'ont pas varié. Pensez à Malouet, bien entendu, ou à Moreau de Saint-Méry qui arrive aux affaires. Ces gens-là sont des partisans, on va dire, forcenés de l'esclavage. Donc les choses sont assez claires. Alors, on va prétexter le désordre dans les colonies. À la Guadeloupe, on va envoyer un commissaire civil, un commissaire militaire, extrêmement puissant, le général Richepens, qui va partir avec une armée de plus de 10 000 hommes pour rétablir l'ordre, l'autorité de la France. En réalité, rétablir l'esclavage. Oui. C'est ce qui va se passer. Richepens va mener une guerre de reconquête de la Guadeloupe et aboutira donc au début du mois de juillet 1802 au fameux arrêté du général Richepens qui rétablit l'esclavage. Qui a dû se faire dans la violence. Dans une violence terrible, puisqu'on l'a pendu, massacré, fusillé, etc. Bon, jusqu'au dernier défenseur, Delgrès, qui se replie dans une petite forteresse, la Matouba, met des tonneaux de poudre tout autour et on fait tout sauter quand les troupes de Richepens attaquent. Et les 300 défenseurs sont morts dans les décombres, à quelques exceptions près. À Saint-Domingue, l'affaire est d'une autre taille. Là, c'est une colonie immense qui a affranchi l'esclavage elle-même. Oui, avant le... Avant, c'est les esclaves qui ont proclamé l'indépendance, qui ont obligé le commissaire civil Sontonax. Donc la reconquête est difficile. Alors, on envoie un camp expéditionnaire, commandé pas par n'importe qui, par Emmanuel Leclerc, qui est le propre beau-frère de Bonaparte. C'est l'époux de la petite jeune Caroline, qui ira d'ailleurs avec son mari là-bas, comme si elle allait à la fête, elle fera des balles sur les bateaux pendant qu'on se massacre sur le continent. Donc, c'est au plus haut niveau de l'État,
de l'armée et de l'État qu'on envoie un corps expéditionnaire qui ira jusqu'à 55 000 hommes. C'est-à-dire avant la Troisième République, donc très tard dans le fin du 19e, c'est la plus grande expédition militaire française outre-mer. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et cette expédition va se heurter à une résistance farouche. Même si dans un premier temps, on a l'impression que Leclerc a gagné, puisqu'il arrive à vaincre Toussaint Louverture, à le faire prisonnier, à l'expédier en France, la guerre reprend aussitôt. On a une lettre du général Leclerc à son beau-frère, Bonaparte, qui lui annonce l'arrivée à Saint-Domingue du décret du général Richepense qui rétablit l'esclavage en Guadeloupe. Il dit l'arrêté du général Richepense est pour nous une catastrophe. Il va rallumer la guerre des couleurs. Nous ne pouvons pas la gagner. C'est très clair. Bon. Donc la dernière phase de la guerre, ça va être la constitution d'une armée indigène, comme on dit, qui va être la fusion des mulâtres et des noirs, qui vont fusionner, ce fameux serment des ancêtres, illustré par un tableau illustrissime, et qui aboutira donc à la bataille de Vertières, 18 novembre 1803, où le général Rochambeau, qui a succédé à Leclerc, qui est mort de la fièvre jaune, capitule. Tout simplement, c'est une capitulation pure et simple. Il n'y aura plus de soldats français sur le territoire de Saint-Domingue avant le séisme de 2010. On enverra des soldats. C'est la proclamation de l'indépendance qui suit de quelques semaines. Le 1er janvier 1804, de Salines proclame l'indépendance de Saint-Domingue, devenant la République d'Haïti. Voilà, on reprend le nom amérindien, Haïti. Oui. Voilà. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Marcel Dorigny. Alors Marcel Dorigny, dans une émission précédente, vous avez évoqué ce courant abolitionniste et vous nous avez également expliqué qu'on parlait d'abolition graduelle. En ce sens, la France a constitué une sorte d'exception. On constate que le Danemark abolit la traite des Noirs en 1803, le Royaume-Uni en 1807, et finalement le Royaume-Uni abolit l'esclavage en 1833. Comment en arrive-t-on en France à la seconde abolition de l'esclavage de 1848 ? Vous avez bien replacé dans le contexte international. C'est-à-dire que progressivement, la contestation de l'existence de l'esclavage gagne du terrain. Notamment en Angleterre, mais pas seulement, dans les États du Nord des États-Unis aussi. Bon, alors l'interdiction de la traite est une première étape. 1807 pour l'Angleterre, 1808 pour les États-Unis, n'oublions pas. Les États-Unis, c'est Jefferson. Et puis, 1815, au Congrès de Vienne, la traite est interdite au plan international, puisque tous les signataires du traité de Versailles acceptent l'abolition de la traite, qui ne sera pas appliquée. Puisque le sommet historique de la traite, c'est 1829. Tout à fait. 14 ans après l'abolition. Enfin bon, juridiquement, elle est donc illégale. Et des mouvements de révolte continuent d'exister dans les colonies. Pas seulement les colonies françaises. La grande révolte de la Jamaïque, évidemment, est un point absolument décisif. Il sera réprimé. Les Anglais vont rétablir l'ordre, comme on dit. On a une caricature de Daumier absolument extraordinaire. On représente un Anglais énorme, énorme, assis sur un esclave complètement écrasé, avec cette formule « l'ordre règne à la Jamaïque ». On a tué tout le monde, l'ordre règne. Mais cette répression va entraîner des mouvements de protestation populaire. Ça coûte très cher. On fait tuer beaucoup de soldats. Pourquoi ? Pour défendre quelques milliers de colons de la Jamaïque. Et c'est de là que va déboucher l'abolition de 1833. Le Parlement anglais va voter l'abolition, sous la pression, en quelque sorte, du mouvement abolitionniste puissant en Angleterre, très puissant, beaucoup plus qu'en France. Et populaire. Et populaire. Populaire. Bon. Le peuple étant partagé, comme toujours, parce qu'il y aura des pétitions contre l'abolition. Contre ceux qui en vivent, en quelque sorte, ceux qui produisent des marchandises qui servent à la traite. Bon, alors, l'Angleterre va donc être passée à la tête, en quelque sorte, du mouvement abolitionniste. Et en France, c'est en 1834, dans l'élan de l'abolition anglaise, qu'est créée la Société française pour l'abolition de l'esclavage, avec un journal qui s'appelle L'Abolitionniste, et qui va faire une propagande intense. On est sous la monarchie de Juillet. Louis-Philippe est intellectuellement, théoriquement, contre l'esclavage. Il a fréquenté les Amis des Noirs dans sa jeunesse, quand il s'appelait duc de Chartres au début de la Révolution. Les Amis des Noirs qui se réunissaient à l'ombre de la protection de son père, du duc d'Orléans, au Palais Royal. Bon. Mais quand il est devenu roi, il n'est pas partisan d'une abolition.
ou alors lointaine, très lointaine. C'est le spectre de Saint-Domingue qui domine les débats français. Plus jamais Saint-Domingue. Donc on a peur d'abolir. Donc sous la monarchie de Juillet, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des lois intéressantes qui sont censées préparer une abolition, préparer une sortie de l'esclavage, plutôt une extinction. Je pense à la loi de 1831, qui facilite les affranchissements. Et on va affranchir beaucoup, beaucoup. Mais on affranchit qui? On affranchit les domestiques qui travaillent dans les maisons, on affranchit les artisans, etc. Mais on n'affranchit pas. On ne touche pas au cœur du système. C'est-à-dire les esclaves de jardin. Les esclaves de jardin et ceux qui font marcher les moulins à sucre, etc. Ça, on n'y touche pas. Hein, on n'y touche pas. Donc le cœur du système reste debout. On a peur, on sait très bien qu'on aura du mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc on ne le fait pas. Donc arrive donc la révolution de 48, où ceux qui sont au centre de la société pour l'abolition de l'esclavage de 34 arrivent au pouvoir. Le Dru-Rollin, Lamartine, Louis Blanc, tous ces gens-là sont dans la société pour l'abolition de l'esclavage et vont, évidemment, Arago, j'avais oublié Arago, et Victor Schœlcher, qui va être appelé sous-secrétaire d'État aux colonies, et qui, dès son arrivée, annonce le principe, dès le 3 mars, annonce le principe de l'abolition de l'esclavage dans les colonies, qui n'aboutira qu'au 27 avril, mais enfin, c'est fait. Hein. Donc la France va sortir légalement de l'esclavage par l'arrivée au pouvoir de la Seconde République, et non pas de la Troisième, la Seconde République, qui va... en quelque sorte, achever un processus commencé depuis longtemps, mais qui était bloqué par des freins, bloqué par des lobbies coloniaux, des lobbies commerciaux. Alors il faut rappeler une chose, c'est pas pour minimiser l'abolition, mais il faut rappeler quand même que depuis, grosso modo, les années 1830, la production de sucre de betterave avait dépassé la production de sucre de canne en France. Oui, ce qui est un renversement économique tout à fait important. Considérable. Les abolitionnistes, à la fin du XVIIIe siècle, cherchaient tous une plante miracle qui permettait de se passer de la canne à sucre, faire du sucre sans la canne à sucre, donc faire le sucre sans l'esclavage. On a essayé plein de choses, et finalement, on a trouvé le produit miracle, la plante miracle, qui est la betterave à sucre. Et c'est au tout début du Consulat que commence la production de sucre de betterave, pardon. Au moment du blocus continental. Au moment du blocus, voilà, c'est le moment où... Alors, il faut rappeler que celui qui est à la tête de l'économie à cette époque, c'est Chaptal, qui est à la fois un chimiste, un industriel et un ministre. Il a les trois, il tient à lui les trois. Hein. Si aujourd'hui on parle pour sucrer du vin, la chaptalisation, c'est pas pour rien, c'est Chaptal qui est à l'origine, et Chaptal c'est un anti-esclavagiste qui n'a rien aboli du tout, bien entendu. Enfin bon, dans un contexte qui n'était pas favorable. Hein. Donc la substitution d'un produit par un autre est un élément décisif. On ne peut plus dire vous allez nous ruiner si vous arrêtez. Hein, vous arrêtez l'esclavage. Donc la France est sortie de l'esclavage à la fois par un mouvement intellectuel et politique et par un mouvement de fond dans l'économie. Marcel Dorigny, merci d'avoir participé à ces émissions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et notamment de l'Atlas des esclavages avec Bernard Guénaud aux éditions Autrement. Bernard Michon se retrouve la semaine prochaine et nous allons nous intéresser à l'esclavage aux États-Unis. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous écoutent et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.